Et ce que je vais faire est un peu différent des deux présentations que vous venez d'entendre, bien que cela s'articule sur certains des points que Lionel a évoqués. En fait, ce que j'aimerais essayer de faire est de mettre la discussion de la réforme monétaire et financière dans le contexte de la gouvernance mondiale, de la réforme institutionnelle, qui, comme je le vois, est ce que Thierry et le personnel d'IFRI ont voulu faire avec cette réunion. Ce dont nous parlons ici est hautement politique, et ce qu'a évoqué Lionel est le pouvoir. La nature changeante du pouvoir dans le monde et comment ceci doit être reflété dans la gouvernance. Pour reprendre quelque chose qui est connu, l'état actuel de la gouvernance et les institutions qui représentent un moyen d'y arriver ne sont pas à même d'avoir le degré d'interdépendance qui existe, comme il a été dit ce matin. J'aimerais également souligner le concept qui est que nous vivons dans un monde de vulnérabilité mutuelle. Et Pierre Carlo et Lionel l'ont dit, ce sentiment de vulnérabilité mutuelle et réciproque existe. J'ai été très intéressé d'entendre le secrétaire général parler ce matin et il est excellent qu'il ait pu venir pour nous parler du processus des Nations Unies et des changements qui doivent y avoir lieu pour rendre les Nations Unies plus efficaces. Mais il faut regarder le monde tel qu'il est plutôt que le monde comme nous souhaiterions le voir. Pour ma part, je reste extrêmement sceptique que toute réforme du Conseil de sécurité va se faire dans un avenir prévisible. Donc, je fais partie de ceux qui pensent que pour traiter de certaines questions fondamentales et des questions associés et interdépendants est un thème qui a été évoqué à maintes reprises ce matin, où il faut une certaine forme d'un groupe de direction mondial. Je ne dis pas comité exécutif pour toute une série de raisons auxquelles nous pourrons revenir ultérieurement. Mais comme nous le savons, le G20, qui sera présidé en 3 semaines par nos amis coréens, s'articule beaucoup sur le mandat central d'être le premier forum économique. Et je sais que les amis coréens veulent s'assurer qu'ils réussissent dans leur tâche. Mais la réalité est que l'on peut voir que le programme où les thèmes vont évoluer, et ce n'est pas quelque chose qui doit être fait dans les 3 semaines à venir, mais même ce matin, il avait été évoqué que le G20 sera peut-être le G20 ministre des Finances et que les chefs d'État s'occuperont d'autres questions. Nos amis coréens ont déjà pu voir que le vice-ministre Han peut en parler, que l'agenda doit être élargi pour tenir compte des questions de développement, et cela pour toute une série de raisons politiques et bien fondées. Je suis moins optimiste que certains que nous avons entendus que les possibilités de changement climatique à Cancun peuvent attendre. La dimension financière du changement climatique vont se retrouver dans le programme du G20. Mais essentiellement, le monde a besoin d'une forme d'un groupe de direction parce qu'un G192, nombre de pays membres des Nations Unies, n'est pas possible. En même temps, on n'a pas beaucoup parlé de ceci, Jacques, peut-être nous pourrions le faire cet après-midi, que l'on peut mettre en question la légitimité d'un groupe de direction. Cela a été fait pour le G8 et cela sera le cas pour le G20, mais à mon avis, c'est quelque chose qui peut être débattu, mais l'élément clé est de savoir si cela est efficace ou non. S'il est efficace, il n'y aura pas de mise en question de l'efficacité. Si c'est inefficace, il sera certainement mis en question. J'aimerais souligner à nouveau ce que j'ai dit sur l'idée d'un groupe de direction et ce que j'entends par là, et que ce n'est pas un groupe qui va imposer ses décisions sur quiconque. Il y a une Cadillac extraordinaire justement à la porte ici. Et M. Trichet a évoqué un certain nombre de points extrêmement intéressants. Et là, on parle de changement climatique, mais il a besoin d'un groupe de direction. Et ce qui devra se produire sera une ratification par tous les membres des Nations Unies. Et ceci n'est pas du tout une incohérence. Et en fait, il nous faut une forme de direction dans le monde pour toutes les raisons que Lionel a mis en avant et d'autres lui sont évoquées, inclut les pays en développement clés. Et également les genres de questions dont il traite ne sont pas ceux qui sont traités dans les pays développés.
Je n'ai pas besoin de réitérer ce qui a déjà été dit. Et j'étais intéressé de voir dans cet agenda que nous allons parler de gouvernance de cyberespace. Je me souviens avoir lu que la Corée, à un moment donné, envisageait d'avoir la cybersécurité sur le programme pour la Corée. Mais cela ne s'est pas fait, mais je ne connais plus tous les détails en interne, et donc je ne sais pas si c'est vrai. Mais pour être tout à fait clair, comme cela a été dit à plusieurs reprises au cours de la journée, la nature changeante du monde est reflétée dans le fait que la Corée préside le G20, la Corée par rapport à un des G7 ou les G8. Et l'on me dit également que si cela avait été le G8 qui présidait à nouveau cette réunion, il n'y aurait pas l'importance sur les filets de sécurité au niveau mondial, ce qui montre quelles sont les préoccupations des pays hôtes. Et donc, en termes de gouvernance mondiale et de rôle plus particulièrement de sommet et de la direction de sommet, on retrouve certaines fonctions. Les ministres des Finances des G7 devenus G20, les ministres des Finances des G20 est devenu les G20 en forum des dirigeants. Et j'ai déjà évoqué comment ceci pourrait évoluer et nous allons bien entendu avoir l'occasion de voir ce qui ressortira de Séoul, mais il est certain dans mon esprit que la France qui va présider le G20 et le G8, une dimension importante de l'effet de levier qui peut en découler, aura beaucoup à faire à pouvoir tirer au clair la situation. On a parlé du G8 ce matin et de son avenir incertain. En ce qui concerne Séoul, là je peux être succinct, je crois qu'il est important qu'il ne faut pas demander à ce que la Corée traite de problèmes des taux de change pour savoir si le G20 de Séoul est un succès ou non. Il y a d'autres thèmes de préoccupation qui doivent être traités en premier, la stabilité, la sécurité du système. Je crois que ce n'est pas nécessaire pour moi d'évoquer à nouveau de ce qui est ressorti du comité VAO. Je crois que c'est un progrès dans la bonne direction, bien que je ne prétends pas être un expert en la matière, mais je relève avec intérêt que lorsque le gouverneur de la Banque d'Angleterre dit que si une banque est trop grande pour échouer, elle est trop grande. Et je comprends ce qu'il dit dans le monde d'où je viens, mais je ne vois pas une réponse appropriée pour savoir ce que l'on peut faire pour répondre à, à une telle préoccupation. Un mot ou deux sur quelques idées que j'ai en ce qui concerne le Conseil de stabilité financière et le rôle qui doit être joué. Je crois qu'il est tout à fait clair que malgré tous les dangers qui existent, nous n'allons pas avoir un seul régulateur mondial, ça a déjà été dit au cours de la journée, mais l'on pourrait faire beaucoup plus pour coordonner, de quantifier le risque, de suivre les évolutions de l'innovation financière et d'assurer un moyen d'application de principes et de normes. Le Conseil de stabilité financière est un organe clé qui permet de se développer. Nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus longuement, qui va nécessiter plus de ressources. Et je dirais également, ces membres devraient être tous les membres du FMI. Ce n'est pas ici où l'on peut dire que quelqu'un n'est pas le bienvenu. Et pour moi, à la fin du jour, ce conseil doit pouvoir déclencher les alarmes. Je ne sais pas quelles mesures peuvent être prises. Peut-être que certains d'entre vous ont d'autres des idées plus spécifiques, mais c'est quelque chose qui mérite d'être examiné de plus près cet après-midi et ultérieurement. Mais j'aimerais conclure avec quelques idées pour quelqu'un qui vient du monde de politique étrangère et du côté académique des sciences politiques. Et je crois que c'était Jean-Claude Trichet ce matin qui a évoqué un point, et c'est la nature évolutive de la souveraineté. Le genre de changement dont nous parlons et ce que je viens d'évoquer reflète un changement de souveraineté. Et Jacques, nous avons travaillé de près avec le ministre Paul Martin, qui était avec Scorvatos, qui a pu lancer le G20 au niveau ministériel. Et il a dit, je le cite,
de pouvoir saisir ce qu'il faut pour que la mondialisation puisse se réaliser nécessite un consensus mondial qui ne peut plus être mesuré simplement avec l'exercice de la souveraineté. L'argument qu'il met en avant et que j'appuierai est que ce n'est pas des droits souverains, mais des obligations souveraines. Plus grande indépendance signifie une plus grande vulnérabilité. Ceci est vrai dans le monde financier, mais c'est vrai dans d'autres secteurs lorsque l'on parle d'une approche mondialisée. Et les États-Unis et les acteurs des États-Unis et en Europe dans le monde financier ont généré des actifs toxiques et les ont vendus aux quatre coins du monde. Et l'on pourrait même dire que ce processus en soi est un qui va à l'encontre de la souveraineté d'autrui. Et donc, j'aimerais dire que nous devons faire ce que l'on nous a dit qu'il ne fallait jamais faire, qui est d'entrer dans le domaine de l'avenir de la souveraineté, mais c'est en fait de cela dont nous parlons si nous voulons gérer de façon efficace le monde interdépendant